nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1871 et la solennelle histoire du général Sharon Tyndall. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire, telle qu'elle peut être racontée au mieux. Dans les années qui ont suivi la guerre de sécession américaine, la nation était en pleine reconstruction, et les hommes de caractère étaient tenus en très haute estime. Dans l'Illinois, peu d'hommes inspiraient plus de respect que le général Sharon Tyndall. Natif de Philadelphie, Tyndall s'était installé dans l'Ouest et s'était établi comme un ingénieur civil prospère. Lorsque la guerre éclata, il répondit à l'appel du devoir, se distinguant par sa bravoure et son leadership pour finalement atteindre le grade de général de brigade. Après la guerre, il poursuivit son service public, occupant le poste de secrétaire d'État de l'Illinois. En 1871, il était un vétéran célébré et une figure politique de premier plan, candidat à l'Assemblée législative de l'État. C'était un homme intègre et d'une grande stature publique, apparemment à l'abri des dangers qui rôdaient dans l'ombre d'un pays en pleine mutation. Le samedi 29 avril 1871, le général Tyndale voyageait seul dans son buggy tiré par un cheval. Il effectuait un trajet familier depuis la capitale animée de l'État, Springfield, jusqu'à sa ferme, située à quelques miles de la ville. C'était un voyage qu'il avait fait d'innombrables fois, sans incident. Mais ce jour-là serait différent. Plus tard dans l'après-midi, un fermier remarqua un cheval seul, toujours attelé à un buggy vide, errant sans but au bord de la route. Reconnaissant l'attelage comme appartenant au général Tyndale, il s'inquiéta et commença à enquêter. Ses recherches le menèrent à un tronçon-de-route calme et isolé. Là, il fit une sinistre découverte. Gisant sans vie à l'intérieur du buggy se trouvait le corps du général Sharon Tyndale. On lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. Un examen rapide de la scène révéla le mobile immédiat. La montre en or du général avait disparu, ainsi que son portefeuille. Les indices suggéraient un vol qui avait horriblement mal tourné. La nouvelle de ce qui s'était passé sur cette route isolée se répandit comme une traînée de poudre, plongeant la communauté dans un état de choc et d'incrédulité. La mort violente d'un serviteur public aussi distingué n'était pas seulement une attaque contre un homme, mais contre le sentiment même d'ordre et de sécurité que la communauté chérissait. Le meurtre du général Tyndale provoqua une vague d'indignation à travers l'Illinois et au-delà. Les journaux rapportèrent ce crime brutal en gros titres et les citoyens exigèrent une justice rapide pour l'homme qu'ils admiraient tant. La pression sur les forces de l'ordre local était immense. Ce n'était pas un crime ordinaire. La victime était un héros de guerre et un pilier du gouvernement de l'État. Une enquête immédiate et approfondie fut lancée. Mais dans les premières heures et les premiers jours, les progrès furent lents. Le crime s'était produit dans une zone isolée, sans témoins. Les auteurs avaient disparu, ne laissant derrière eux que peu d'indices, si ce n'est le fait qu'ils avaient volé les effets personnels du général. Reconnaissant la gravité de la situation et le besoin d'une expertise spécialisée, les autorités prirent une décision cruciale. Elles firent appel au service de l'organisation policière la plus célèbre de l'époque, l'Agence nationale de détectives Pinkerton. Célèbres pour leur ténacité et leur méthode systématique, les Pinkerton furent chargés de démêler le mystère et de traduire en justice les assassins du général Tyndale. Leur arrivée signifiait que la traque des coupables serait implacable. Pendant que le public était en deuil, les détectives de Pinkerton commencèrent leur travail, en tournant leur attention vers la pègre de Springfield. Comme beaucoup de villes en pleine croissance à l'époque, la capitale de l'État avait son lot de personnages peu recommandables, qui vivaient en marge de la loi. Les détectives commencèrent à compiler une liste des cambrioleurs, voleurs et délinquants violents connus qui opéraient dans la région. Bientôt, quelques noms se détachèrent. L'un d'eux était Charles E. Ross, un homme connu pour son charme et ses exploits criminels, qui lui avait valu le surnom de Pretty Charlie. Un autre était Thomas J. Johnson, dont l'air sinistre se reflétait dans son surnom, Tombstone. Ils étaient des associés connus de deux autres hommes au casier judiciaire chargé, Henry Henn et Addison Daniels. Ce groupe était tristement célèbre pour commettre des cambriolages et des vols dans la région.
Bien qu'il n'y eût aucune preuve immédiate les reliant au meurtre de Tyndall, les détectives émirent l'hypothèse qu'un vol de grand chemin aussi audacieux et violent était précisément le genre de crime que ce gang serait capable de commettre. Ils devinrent le principal objectif de l'enquête. À une époque antérieure aux empreintes digitales ou à la police scientifique moderne, les détectives se fiaient souvent à la seule chose à laquelle les criminels les plus audacieux ne pouvaient résister: l'attrait de leurs biens volés. Les Pinkerton savaient que les biens volés, en particulier les objets uniques, finiraient par être vendus ou mis en gage. La montre du général Tyndall était un beau et distinctif garde-temps en or, pas quelque chose dont on pouvait se débarrasser facilement sans se faire remarquer. Les détectives commencèrent à suivre méticuleusement les déplacements connus de Pretty Charlie Ross et de ses associés dans les jours qui suivirent le meurtre. Ils firent passer le mot aux prêteurs sur gage, aux informateurs et aux forces de l'ordre des villes voisines, créant ainsi un vaste coup de filet pour retrouver les objets volés. Ce travail de police méthodique et patient était une marque de fabrique du style Pinkerton. Ils étaient convaincus que le besoin d'argent des criminels finirait par les trahir. La piste de la montre volée et des autres effets commençait à esquisser une vague idée du chemin parcouru par le gang après sa fuite de Springfield. L'enquête se resserrait et les détectives sentaient qu'ils se rapprochaient du but. La clé était de trouver le maillon le plus faible de la chaîne criminelle. La percée dans l'affaire ne vint pas de Springfield, mais de Saint-Louis, dans le Missouri. Agissant sur la base de renseignements recueillis au cours de leur enquête, les autorités locales localisèrent et arrêtèrent l'un des principaux suspects, Addison Addy Daniels. Confronté à la redoutable réputation des Pinkerton et au spectre d'une accusation de meurtre, la résolution de Daniels s'effondra. Il avoua. Dans une des positions détaillées, il mit tout le crime à nu pour les enquêteurs. Il expliqua que lui, Ross, Johnson et Rife étaient partis le 29 avril avec l'intention de voler un éleveur de bétail qu'ils croyaient voyager avec une grosse somme d'argent. Leur plan tourna mal lorsque leur cible ne se présenta jamais. À la place, ils rencontrèrent le général Tyndall dans son buggy. Désespérés de faire un coup, ils décidèrent de le voler lui. Selon Daniels, le général Tyndall, un homme de courage et de principe, refusa de se laisser intimider et résista. C'est alors, affirma Daniels, que Charles Ross sortit son pistolet et tira sur le général. Les aveux de Daniels étaient la clé que les enquêteurs cherchaient. En échange de son témoignage, on lui offrit l'espoir d'une peine plus clémente. Un accord qui exigeait qu'il se présente au tribunal et témoigne contre les hommes mêmes qu'il avait appelés ses complices. Avec la confession sous serment d'Addison Daniels en main, l'enquête progressa avec une rapidité décisive. Les forces de l'ordre, armées d'informations détaillées sur le crime et les rôles joués par chaque homme, arrêtèrent les suspects restants. Charles Ross, Thomas Johnson et Henry Reef furent arrêtés et placés en détention. Les hommes qui avaient terrorisé la région de Springfield étaient enfin derrière les barreaux. Ils furent formellement accusés du meurtre du général Sharon Tyndall et de vol qualifié. La nouvelle des arrestations apporta un sentiment de soulagement et de satisfaction au public. La confession détaillée offrit un récit clair et glaçant des derniers moments du général, et la communauté était convaincue que les coupables avaient été attrapés. Le décor était maintenant planté pour l'un des procès les plus importants de l'histoire de l'Illinois. L'État allait requérir la peine capitale pour ce crime, et l'accusation contre les 3 hommes reposerait presque entièrement sur le témoignage de leur ancien complice Addison Daniels. Le procès de Charles Ross, Thomas Johnson et Henry Reef commença dans une salle d'audience bondée de journalistes, d'hommes politiques et de citoyens curieux. Le meurtre du général Tyndall avait captivé l'attention du public et les débats furent suivis avec un intérêt intense. L'accusation, menée par le procureur de l'État, construisit son dossier méthodiquement, établissant les faits du meurtre du général Tyndall et de l'enquête qui s'ensuivit. Mais tout le poids de leur argumentation reposait sur les épaules de leurs témoins vedettes. Addison Daniels fut appelé à la barre pour raconter son histoire. Il parla d'une voix claire et assurée, décrivant comment le gang avait planifié son vol, comment ils avaient rencontré le général Tyndall par hasard sur la route isolée et comment Charles Ross avait tiré les coups de feu mortels lorsque le général avait résisté. Il fournit des détails que seule une personne présente sur les lieux aurait pu connaître. Pendant qu'il parlait,
La salle d'audience écoutait dans un silence religieux. Son témoignage était un récit direct, convaincant et accablant, qui pointait un doigt accusateur directement sur ses co-conspirateurs. Pour l'accusation, c'était la pièce maîtresse d'un dossier de meurtre irréfutable. Les avocats de la défense de Ross, Johnson et Rife faisaient face à un défi énorme. Ils ne pouvaient contester le fait que le général Tyndale avait été assassiné, ni qu'Addison Daniels s'était impliqué. Leur seule stratégie viable était d'attaquer la crédibilité du témoin vedette de l'accusation. Pendant plusieurs jours de contre-interrogatoire éprouvants, ils s'efforcèrent de dépeindre Daniels non pas comme un homme repentant disant la vérité, mais comme un criminel rusé et morellement corrompu. Ils soutinrent que Daniels était un menteur qui avait fabriqué une histoire pour sauver sa peau. Ils suggérèrent qu'il était le véritable assassin et qu'il sacrifiait maintenant ses anciens amis pour échapper à la corde du bourreau. La défense insista lourdement sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve matérielle, pas d'armes du crime, pas de vêtements ensanglantés, pour relier leur client au crime. Toute l'affaire de l'État, soutenait-il, reposait sur la parole non corroborée d'un complice et voleur avoué. Ils posèrent au jury une question puissante. Pouvait-il, au-delà de tout doute raisonnable, envoyer des hommes à la mort en se basant uniquement sur le témoignage d'une source aussi compromise et indigne de confiance? Le sort des accusés dépendait de la réponse du jury. Après que tous les témoignages eurent été entendus et que les avocats eurent prononcé leur plaidoirie passionnée, le jury se retira pour délibérer. Ils étaient chargés de peser la confession glaçante et détaillée d'Addison Daniels face aux allégations de la défense concernant son manque de fiabilité. Finalement, ils jugèrent le récit de Daniels crédible. Le jury revint avec ses verdicts. Charles Ross et Thomas Johnson furent reconnus coupables de meurtre. Rife fut également reconnu coupable. Les peines furent prononcées peu de temps après. Pour Ross et Johnson, la sentence fut la mort par pendaison. Rife fut condamné à prison à vie. Le 15 juin 1872, Ross et Johnson furent exécutés, payant le prix ultime pour leur crime. Addison Daniels, pour sa coopération, reçut une peine de prison, de laquelle il s'évada plus tard, disparaissant des archives historiques. L'affaire du meurtre du général Sharon Tyndale fut officiellement classée, considérée comme un triomphe de la justice et un témoignage des méthodes efficaces et modernes de l'agence de détective Pinkerton. Elle demeure un rappel brutal d'une époque où l'honneur d'un homme était son plus grand atout et comment son vol violent pouvait galvaniser une communauté dans sa demande inébranlable de justice.